Bonjour, merci d'être de nouveau avec moi. Et puis aujourd'hui, eh bien, j'ai l'honneur de discuter et de vous partager la vision d'une femme intégrale. Oui, on va voir un petit peu ce que c'est. Et puis, on va parler d'oser vivre sa vie, oser être soi. Et j'ai vraiment l'immense honneur de recevoir Karine Maurer. Bonjour Karine. Bonjour Olivier, merci pour ton invitation. Merci infiniment. Bah, c'est un grand plaisir. Je trouve que tu es vraiment une personne inspirante et qui, comme on le disait, qui incarne vraiment ton discours, ce que tu es. Et justement, bien, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît? Bah oui, avec grand plaisir. Alors, je suis qui? Tu viens juste de le dire, je suis Karine Maurer. C'est marrant, les pitchs, ça me fait toujours sourire. Tu sais, on nous apprend à faire des super pitchs, voilà. Et je voudrais vraiment vous partager en toute authenticité qui je suis. Donc là, en fait, bah, je suis Karine Maurer, facilitatrice de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire faciliter de la conscience? C'est-à-dire que j'aide et j'accompagne des hommes et des femmes à poser une conscience vivante dans leur bassin, dans leur Graal, mais ça on va en reparler tout à l'heure avec Olivier, mais également dans l'énergie d'argent, c'est-à-dire que dans ton Graal siègent vraiment non seulement toutes les mémoires au niveau de l'énergie sexuelle, mais également au niveau de l'énergie d'argent. Et je crée des ponts, des passerelles entre ces deux énergies et j'accompagne les gens à alchimiser un espace de résilience pour que bah, cet espace puisse être propulseur de nouveaux désirs, de nouveaux oses. Et bah, je fais ça depuis un petit moment quand même maintenant. J'ai plus les dates en tête là, mais voilà. Oui, c'est vrai que tu parles beaucoup de ces deux énergies, en fait, de l'énergie sexuelle et l'énergie de l'argent. Et je pense qu'effectivement, les deux sont intimement liés et on va voir ça. Mais tu es une des seules à le dire et à le parler de façon aussi authentique, aussi simple. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Et oui, alors on va revenir sur la femme intégrale. Donc, qu'est-ce que le Graal, voilà, pour toi, comment tu définis ça? Alors le Graal, en fait, c'est même pas moi qui ai trouvé cette formulation, c'est mon compagnon. Parce qu'il m'a dit, mais en fait, tu accompagnes les femmes à retrouver leur Graal. Leur Graal, c'est une coupe. Hein, le Graal, c'est une coupe. Et où est-ce qu'on a une coupe dans notre corps? En fait, la première coupe, c'est celle du bassin. Et dans ce bassin, en fait, les femmes l'ont désinvesti, c'est-à-dire n'ont pas mis leur présence dans cet espace. Et ce terme de intégral, intérieur, hein, mettre sa conscience à l'intérieur, sa divinité, donc sa conscience du cœur, sa conscience divine, à l'intérieur de ce Graal, d'où le terme femme divine intégrale qui vient porter sa conscience à l'intérieur de son bassin. Et effectivement, quand une femme ose, même un homme, hein, parce que quand je parle des femmes parce que effectivement, je me suis intéressée aux vulves, je te disais tout à l'heure tout ça en backstage, mais les hommes sont aussi massacrés dans leur bassin, ont aussi peu conscience de leur périnée, de leur prostate, de comment ça s'anime à l'intérieur de leur bassin. On ne leur a pas appris. Et souvent, il y a beaucoup de pression également, et c'est très tendu hein, chez les hommes parce qu'on leur demande, il y a beaucoup de devoirs, d'attentes, de projections sur justement cette quantité d'énergie sexuelle qui, chez les hommes, eh bien, il doit être contrôlé. Et ils doivent savoir eh bien, retenir leur éjaculation dans l'énergie sexuelle, ils doivent savoir faire jouer une femme, ils doivent tout savoir, ils doivent porter la responsabilité de beaucoup de choses, et ça, on le retrouve beaucoup dans les bassins. Et chez les femmes, en fait, on retrouve beaucoup d'impuissance dans le sens où, il y a beaucoup de bassins de femmes qui ont été minés par des abus sexuels. Enfin, c'est énorme le pourcentage de femmes qui ont vécu des incestes, des viols ou des abus dans leur enfance. Et que tout ça, en fait, euh, tous ces abus, comment dire, ça crée euh, ça déforme en fait le bassin psychiquement. Le bassin se déforme psychiquement, ce qui fait que bien les relations sexuelles deviennent compliquées. La relation à l'argent forcément est très compliquée également. Donc qu'on soit homme ou qu'on soit femme, pour moi, on a tout intérêt à revenir dans la base, dans ce Graal, dans cette fondation,
Parce que ce premier centre, hein, je ne suis pas la seule à le dire, en médecine chinoise, on va appeler ça le VC1, vaisseau conception 1, donc c'est le noyau fibreux entre l'anus et la vulve pour la femme, et puis l'anus et le scrotum pour les hommes. Et puis il y a le Muladhara donc, dans la médecine ayurvédique. Donc en fait, toutes ces traditions ancestrales orientales avaient déjà compris que ce premier centre d'énergie était capital et fondamental pour l'épanouissement d'un être humain. Sauf que nous, dans notre société, civilisation industrielle et surtout judéo-chrétienne, on nous a appris à faire un saut de mouton. On devait être des êtres spirituels qui devaient quitter la chair pour être dans le spirit, dans quelque chose de totalement désincarné, une spiritualité désincarnée. Et on se retrouve dans une société, voilà, il n'y a qu'à se regarder autour de soi, où on donne le pouvoir à l'argent, on donne à l'argent un pouvoir qu'il n'a pas, on va donner à son travail ou à son, comment dire, à son patron un pouvoir qu'il n'a pas, ou à son compagnon ou à sa compagne un pouvoir qu'il n'a pas, ou à ses enfants, etc., etc. Donc, à partir du moment où je ne suis pas dans mon bassin en sécurité, où je ne suis pas venue déposer ma conscience dedans, j'aurais beau poser des actions, j'aurais beau faire plein de choses, ça sera compliqué. Et on parlait tout de suite des émotions juste avant de lancer l'interview. Et en fait, moi, je voulais vraiment te partager cette prise de conscience, en tout cas, qui a été hyper importante pour moi dans ma vie de femme. L'émotion, on est vraiment dans le ventre, dans cet espace du ventre émotionnel. Et ce ventre, on a plein d'organes, d'accord? Et on sait en médecine chinoise que beaucoup d'émotions sont reliées à des organes. Mais qu'est-ce qui soutient ces organes? Qu'est-ce qui soutient ces émotions? Si je ne suis pas dans ce bassin, si je ne suis pas à l'intérieur, avec cette voilure périnéale qui masse, qui a cette capacité ici à flotter et à repousser l'énergie vitale vers le haut, forcément, les émotions, le monde émotionnel va être un monde très compliqué, c'est-à-dire que le moindre émotion, on va être comme insécure. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas traverser le vortex émotionnel, on va être déraciné et embarqué dans le processus de l'émotion en s'identifiant à l'émotion. Dans les processus que j'aide et que j'accompagne, on apprend à être dans la vulve, dans le vagin, dans le périnée aussi pour les hommes, dans le scrotum, dans la prostate, pour que quand je descends ma conscience, je peux être traversée, c'est comme l'œil du cyclone. Hein. L'émotion, c'est tout ce qui va tourner autour, tout le vortex, ça peut être tristesse, ça peut être colère, ça peut être toutes les émotions, la joie, ça peut être intense. Peu importe l'intensité, si je suis dans ce creuset de sécurité, je ne me laisse pas déraciner, je suis comme le roseau qui est emmené par le vent, mais qui est enraciné et qui tient. Voilà ce que je voulais vraiment partager par rapport à Femme Divine Intégrale et le pourquoi j'agis dedans. D'accord, oui, on a bien compris. Donc, ouais, c'est vrai que le bassin, c'est la base. La base, c'est aussi la stabilité, c'est aussi ce qui nous permet, comme tu le dis, de vivre les émotions, de vivre les choses et qui soutient les organes, comme tu l'as précisé. C'est vraiment quelque chose d'hyper important de revenir à cette base et à ce bassin. Et donc, bah, toi, comment tu fais justement pour les gens? Parce qu'aujourd'hui, comme tu le disais, on est dans une société qui est beaucoup dans le mental ou alors dans le spirituel, dans l'au-delà, mais on est beaucoup là-haut et on ne vient pas là-bas, en bas, dans cette base. Et ça, c'est hyper important. Et je voudrais savoir, toi, bah, Bah, justement, comment tu fais, comment tu… eh ben, le premier truc, tiens, j'aimerais bien, est-ce que tu veux bien qu'on se prête tous les deux à une expérience, Ben Olivier? oui. Ouais, tu veux bien? J'aimerais que tu me dises, là, si tu viens avec moi dans ton bassin, tu vois, moi je suis en train de placer mes ischions. Ouais. Voilà, je suis en train de me placer dedans. Et j'aimerais que tous les deux, on puisse venir rencontrer notre vessie. Tu vois, on ne va même pas parler ni Mhm. d'utérus, ni de prostate. Un organe que tout le monde a, c'est-à-dire la vessie, qui fait partie de ce petit bassin. D'accord? Tu dirais, là, quand tu poses ta conscience dessus, à combien de pourcentage est-ce que ta vessie est remplie d'urine? Ouais, je dirais 30-40%. Ok, moi je dirais 70, j'aurais dû aller aux toilettes juste avant de venir te voir. Mais voilà, tout simplement, c'est plusieurs fois dans la journée. Il y a des femmes, elles sont tellement, et des hommes, ils sont tellement dans le faire, tellement dans l'action, que finalement,
ils oublient qu'ils ont envie d'uriner. Si je te demande également de te mettre dans ton ampoule rectale, tu vois ce que c'est l'ampoule rectale? Tu as Ouais. l'anus et après tu as l'ampoule rectale. Tu dirais que ton ampoule rectale, elle est comment? Est-ce qu'elle est remplie de matière fécale ou est-ce que c'est plutôt léger? Est-ce que c'est vide? C'est Non, comment pour toi? c'est léger, c'est tranquille. Voilà. Ouais. Ben, par exemple, ça, c'est ce genre de petites choses très simples que l'on peut faire dans Mhm. la journée. Venir poser une conscience dedans et se dire, tiens, où est-ce que j'en suis à l'intérieur? C'est comment? Est-ce que je me suis retenue? Est-ce que je me suis oubliée? Voilà, et de sentir également le poids de ces deux ischions. Ils sont tes deux ischions? Comment ils sont enfoncés dans ton fauteuil? Ouais. Ouais, c'est de revenir, bah, cette conscience du corps, savoir, effectivement où on en est et moi, il y a un truc alors ça me vient comme ça, je t'en parle, à un moment donné, tu sais, bon, dans le développement personnel, on est beaucoup dans: «Ah oui, il faut s'aimer, il faut, voilà, il faut apprendre à s'aimer» et il y a des gens, moi j'ai rencontré qui me disaient: «Mais je sais pas comment faire, on sait pas» et c'était mon cas aussi au départ et en fait, juste ça, apprendre à s'écouter, c'est ça aussi s'aimer. À savoir quand on a envie, d'aller aux toilettes, quand on est, mal assis, quand on n'est pas bien, enfin voilà. La première chose, l'amour de soi, il commence par l'écoute de soi. Ben, l'écoute du corps, c'est le Mmh. premier champ de circuit. C'est le plus dense. Les gens pensent à aimer avant leurs émotions, à aimer leurs actions, avant de commencer à aimer leur corps. Euh, pour que la conscience, l'âme, tu mets le mot que tu veux derrière, c'est-à-dire que ta conscience, ton amour, puisse faire un avec toi, si tu portes des jugements. Par exemple, si je porte moi des jugements sur ma cellulite, moi je suis une ancienne mannequin bodybuildeuse, donc autant vous dire que il y a encore des espaces de moi qui sont pas totalement OK avec la cellulite. Pas tous les personnages me composant, mais une petite, la bodybuildeuse, elle dit quand même, t'as vu toute la peau d'orange que t'as sur les cuisses? Mais c'est OK, je l'entends, je l'entends. Mais j'apprends en fait à être avec et être dans cette gratitude que ce corps de femme qui a 46 ans, j'ai 46 ans maintenant, je n'ai plus 30 ans effectivement, d'accord, mais c'est que ce corps m'amène tellement de plaisir, de réjouissance, de jouissance. Comment détester un corps qui m'amène autant de vitalité, autant de plaisir, autant de partage, autant de communion? Et ce vrai, pour moi, oser aimer son corps physique, ce serait vraiment la première étape. Aimer son sexe, sa vulve pour les femmes, parce que c'est vraiment l'espace le plus tabou, le plus renié, le plus rejeté. Combien de femmes sont vraiment dans un désamour total de ce premier centre énergétique qu'est leur vulve? C'est pas la même chose pour les hommes, hein, voilà. Mais pour nous, les femmes, vu que c'est caché, qu'on nous a appris vraiment à renier et à diaboliser cet espace, eh bien, c'est fondamental pour avoir une vie épanouie de vraiment intégrer l'amour de soi, le respect de soi dans son corps, dans sa vulve, dans son bassin. Voilà. Ouais, d'accord. Donc, revenir à cet amour de soi pour le corps et effectivement, on est beaucoup, et toi, tu es effectivement en tant qu'ancienne mannequin et on est beaucoup dans cette apparence aussi, dans le corps de l'apparence et pas dans le corps de l'être, de le ressentir, de vraiment le vivre avec pour bah, qui va permettre, certainement, j'aimerais que tu me dises un petit peu sur oser. En fait, pour oser, il faut aussi, bah, oser prendre conscience de son corps, oser aimer son corps pour aller plus loin, aller, faire des choses, prendre conscience de certaines choses pour, bah, pour oser être finalement pleinement soi, authentique. Alors, ce que j'aimerais pouvoir expliquer de ma propre expérience, c'est que plus en fait j'ai appris à faire un avec toutes les parties de mon corps, que ce soit mes pieds que j'ai détestés pendant des années, ma vulve, mes fesses, voilà, j'ai détesté mes seins à un moment donné, voilà. C'est-à-dire que nous, les femmes, on a vraiment cette, comment dire, cette espèce de diktat un peu du papier glacé et quand une femme apprend à faire un avec son corps, c'est-à-dire quand elle apprend à enlever, je vais faire ce geste-là, c'est comme des couches. Imagine qu'autour de nous, on a des projections de papier glacé, de couverture, comment on appelle ça, des profils Instagram, de mannequins ou même d'actrices de Hollywood. Quoique les temps changent et on voit de plus en plus de femmes quand même qui sont dans cette générosité du corps et du cœur. Mais quand en fait je vais projeter
ce que je voudrais que mon corps soit sur une représentation extérieure, je crée en fait des jugements et ces jugements sont comme des empêchements à recevoir. C'est comme si autour de moi, comme je ne suis pas la projection que je fantasme, que je voudrais être, je m'empêche de recevoir. Je m'empêche de recevoir, le plaisir, l'énergie de vie et l'abondance. Et de recevoir l'autre, bien évidemment, dans sa différence. Et en l'occurrence, ça demande effectivement beaucoup de courage. C'est-à-dire, ça va demander aussi de venir voir à quel diktat, à quelle loyauté transgénérationnelle ou éducationnelle est-ce que nous voulons encore formater notre corps et notre image euh, euh, ouais, à quel diktat, à quelle projection nous voulons encore coller notre corps pour en fait lever ces voiles-là, lever comment dire, ces projections, ces jugements, ces énergies de séparation pour faire un avec. C'est-à-dire quand j'enlève des voiles, quand j'enlève des jugements et des espaces de séparation, c'est comme des couches, tu sais, comme tu vois l'image de l'oignon où tu as des couches. Imagine que ces couches-là, au cœur, tu as le cœur de source qui est pur, et puis autour, tu as toutes les croyances que tu as introjectées avec ton éducation, avec forcément le moule environnemental dans lequel on est. Et plus on enlève tout ça, plus on voit que tout ça, c'est vraiment, tout est relatif, ça ne nous appartient pas, plus en fait, il y a ce mouvement en fait qui se fait. La conscience peut rentrer à l'intérieur du corps. Et en ce faisant, on devient, tu vois, quand je fais ce mouvement-là, c'est-à-dire qu'on rentre dans ce fameux féminin. C'est ça, l'énergie féminine, c'est rentrer à l'intérieur. Tant qu'il y a des énergies de séparation, des blindages, l'être ne peut pas recevoir. Donc, j'enlève les couches, je lève les voiles pour laisser activer en fait l'amour de moi, mon oui à la vie, mon j'ose m'aimer pour recevoir. Et à ce moment-là, il y a ce mouvement en fait d'intégration et je vais par exemple bien créer de nouvelles rencontres, trouver un nouveau partenaire, créer un nouveau business, une nouvelle forme de revenu, euh, créer des nouvelles relations avec ma mère, avec mon père, avec mes enfants. En fait, quand je dis oui à qui je suis profondément, automatiquement, on est venu faire un avec nous-mêmes. Et dès qu'il y a des séparations, dès qu'il y a des jugements, j'appelle ça vraiment les opercules de bigorneau psychique. C'est comme des refus à recevoir. Et il y en a un peu partout autour de nous, sauf qu'on ne les voit pas forcément. Vous ne voyez pas des opercules de bigorneau autour de moi. Elles sont psychiques, donc elles sont invisibles. Donc l'invitation, c'est quand une personne prend contact avec une personne comme moi ou comme plein d'autres, hein, on va vraiment être comme des révélateurs. Moi, c'est ce que je me considère, je facilite des espaces où je me considère un peu comme des lampes torches où la personne va s'autoriser à éclairer des espaces d'elle-même pour ne plus avoir à subir des opercules de bigorneau qui lui pourrissent la vie, qui la font procrastiner, qui la font se saboter, qui la font se désaimer et renforcer le disque rayé de j'ai pas le droit, je suis nulle, etc., etc. Mais ça demande vraiment aussi cet engagement vers soi, de faire appel à une personne extérieure pour venir regarder dans cette bienveillance amoureuse qui je suis vraiment. Super. Oui, c'est effectivement cet engagement, cette décision que les gens prennent pour enlever toutes ces couches, toutes ces choses. Et moi, je le relie, et tu me diras, à cette vulnérabilité, en fait. On a l'impression que d'enlever ces couches, c'est être plus vulnérable. Et dans nos sociétés, on voit ça comme une faiblesse, alors que je pense que c'est au contraire une grande force, parce que ça permet de revenir à soi, oser être soi, à cette authenticité. Et ça, c'est hyper important. Pour moi, la puissance créatrice naît de la vulnérabilité, naît N-A-I-T. Hein. Je veux dire, la puissance créatrice vient de la vulnérabilité. Ça ne peut pas venir d'ailleurs. Parce que cet espace de vulnérabilité, c'est ce que l'ego, le personnage, en fait, les gardiens ont, ont voulu en fait protéger. Hein, la vulnérabilité, souvent, elle a été protégée, elle a été emmurée. Et en fait, la puissance, quand elle est appuyée sur des peurs, on
On n'est pas dans de la puissance, le vouloir avoir du pouvoir pour se sentir puissant. Mais quand finalement tous ces voiles, tous ces personnages, toutes ces protections, tous ces voilà se lèvent ou sont accueillis tranquillement avec le cœur de source, avec cet espace d'amour de soi, eh bien forcément la conscience s'incarne. Hein, il y a vraiment ce mouvement, cette conscience s'incarne. La gratitude, pour moi, il y a vraiment cet espace de gratitude aussi à cultiver. Et puis, et l'abondance qui est là, en fait, qui est tout le temps là. Oui, je pense qu'effectivement, le fait de se dépouiller de tout ça, comme tu le disais, il y a aussi le recevoir. On est beaucoup, enfin, moi je vois dans les thérapeutes, les coachs, les gens qui veulent aider les autres, on est beaucoup dans le don, et même beaucoup, enfin, on donne, on donne, on donne, mais on ne sait pas recevoir parce que justement, il y a toutes Ouais. ces couches, il y a tout ça, et une fois qu'on lâche toutes ces parties-là, eh bien le recevoir et donc l'abondance arrive, et ça, c'est quelque chose qui est impressionnant et qui est, enfin, je pense que c'est à vivre, et c'est quelque chose, tu peux peut-être nous raconter toi ton expérience, mais c'est vraiment quand on lâche et qu'on s'autorise à recevoir, les choses viennent. Ah, mais totalement. Ouais, je peux te témoigner déjà de mon expérience. Moi, je viens en fait de la blessure de l'inceste. Donc forcément, on peut comprendre que j'ai passé beaucoup de temps à réparer mon intime de femme, mon intime de petite fille, ma peau, mon corps, à récupérer en fait tous les morceaux psychiques qui étaient un peu dispersés un peu partout dans mon passé. Et quand donc j'ai fait de la thérapie, hein, et c'est quand même assez recommandé, beaucoup de techniques manuelles également. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait la technique, comment dire, émotionnelle, la thérapie, mais il y avait également tout ce qui était relié au corps, que tout ça, ça puisse s'incarner et trouver un lien dans le corps. Et je me souviens la fois où le pénis psychique de mon père est sorti en fait de moi, quand je l'ai perçu en fait se désancrer, se désincarner psychiquement il est sorti. J'étais en psychanalyse allongée et à l'époque, comment te dire que l'abondance, c'était pas franchement ça dans ma vie, hein, forcément, le bassin m'a sacré. Comment tu veux alchimiser l'énergie d'abondance quand ton bassin est totalement vrillé, tordu, et surtout quand tu es en train de venir regarder l'intérieur. Eh bien, j'avais une proposition de contrat pour travailler dans la seconde qui a suivi. Hein, j'avais une proposition de contrat pour travailler pour Lancôme en tant que formatrice. Dans la seconde, il n'y a pas eu de séparation. Tu vois, c'était j'enlève le pénis psychique et hop, dans la foulée, je suis sortie, j'avais une proposition d'embauche où cette abondance financière, ou cette reconnaissance en fait par une grande marque, parce que pour moi c'était hyper important de travailler à l'époque pour une grande marque, Lancôme, L'Oréal, c'était le monde du rêve, et surtout ça allait asseoir, tu vois, c'était vraiment, j'allais asseoir, enfin m'asseoir dans une puissance financière régulière et sécurisante, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc, c'est pour ça que je fais vraiment toujours ce lien entre les espaces psychiques que nous alchimisons, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas nous. J'ai des processus dans lesquels, en fait, on passe beaucoup de temps à retirer tous les pénis que nous avons introjectés et que nous avons gardés en mémoire dans nos bassins. Enfin, on fait la même chose avec les vulves, hein, pour les hommes qui ont été castrés. Mais voilà, donc, ça fait partie des processus où il y a un moment donné où nous avons besoin d'extraire, hein, d'extraire en fait ces énergies masculines qui n'étaient pas nous, et pour pouvoir rencontrer notre propre énergie masculine. Moi, c'était juste incroyable. Enfin, c'était même fulgurant. J'enlevais l'énergie masculine, c'est-à-dire ma représentation de mon masculin qui était mon père. C'était ma première énergie masculine. D'accord? J'enlève ça et plouf, j'actualise un nouveau job, une nouvelle Karine, une nouvelle puissance, et je me verticalise. Voilà, je vais pouvoir former des femmes, tout ce que je voulais, quoi. Donc oui, c'est hyper important de venir dans ce bassin, de le déminer. Je parle vraiment d'un déminage de bombes antipersonnelles parce que il y a celles que nous avons introjectées de notre vivant, enfin, dans notre enfance, dans notre adolescence, mais il y a également toutes celles de l'arbre, hein, transgénérationnel, toutes celles du passé qui ont besoin en fait d'être accueillies. C'est-à-dire que dans l'ombre, comment dire?
que l'ombre n'a pas été vue, n'a pas été visitée, tant que les racines, toutes les blessures du passé n'ont pas été vues, tant qu'elles n'ont pas été regardées avec un œil, un regard du cœur de source qui inclut tout et qui ne juge rien, en fait, nos aïeux continuent à manifester à travers nous des blessures, des faillites, des incestes, des viols, des traumatismes, des abus de guerre, des déracinements. Ça continue à œuvrer à travers nous, sauf que nous, en fait, nous sommes la résultante, nous sommes la conséquence. Ce que nous voyons ici, toi et moi, mon corps, ce que j'agis, c'est la conséquence de tout ce qui est invisible. Et cet invisible, c'est quoi? Ben, c'est ce qu'ont vécu mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, c'est toute ma lignée. Il y a beaucoup de traditions quand même. Je parle à la tradition Sioux Lakota, même chez les Chinois ou les anciens. Les anciens, il y a quelque chose où on vénère les anciens. On ne s'en coupe pas. Nous, dans notre tradition, les vieux, on les met à l'EHPAD et c'est terminé. C'est papa, c'est à cause de papa et de maman qui m'est arrivé ci, qui m'est arrivé ça. C'est la faute voilà, c'est toujours la faute des parents, d'accord? Et on ne nous apprend pas à se responsabiliser et à faire un avec nos racines. Oui, tout à fait d'accord dans ce rôle de victimisation dans lequel les gens s'enferment et pas prendre cette responsabilité. Justement, tout ce transgénérationnel, tout ça, moi je sais que voilà, j'ai peu de souvenirs. Il y a beaucoup de gens, on n'a pas, et puis ça, c'est quelque chose souvent d'inconscient. Comment toi, tu aides les personnes à contacter ça, à se reconnecter à ça? Alors, j'ai cette capacité, en fait, médiumnique, moi, voilà. C'est-à-dire que, tu sais, juste pour faire très court, pour expliquer, quand tu as un bassin massacré, tu te planques au plafond. Voilà, d'accord? Donc, en fait, très petite, en fait, quand on a été abusé, quand on a été traumatisé par la violence, on va développer pour survivre des capacités à sentir l'énergie du bourreau avant pour se suradapter à lui. Donc on a en fait les enfants qui ont été battus, qui ont été violentés, ont cette capacité à sentir les énergies. Ils rentrent dans un espace, ils sentent tout, ils sont dans une hypersensibilité. Ça c'est vraiment tous les enfants qui ont été abusés. On a tous cette hypersensibilité où on arrive dans un espace, on sent exactement l'énergie de ce qui se passe. Et en fait, moi, comme tous les autres, bah, vu que j'étais massacrée en bas, bah, je me suis mis dans un espace qui était bien plus bienveillant avec les anges, avec les entités lumineuses, avec les fées, avec tout ce monde spirituel bien planqué en fait au plafond. Tout ça, euh, pour éviter de rencontrer la blessure. Sauf que ben, moi, en fait, cette hypersensibilité, je la mets maintenant à disposition à l'intérieur de mon corps, de mes propres espaces. Mais surtout, ça me permet, moi, de rencontrer, de questionner ce que j'appelle l'ADN dormant chez les personnes. C'est-à-dire que dans nos cellules, nous avons donc les chromosomes et l'ADN. Et chez les biologistes, ils disent qu'il y a à peu près 5% de l'ADN qui traduit notre corps. Et les 95 autres pourcents, ils ne savent pas à quoi il sert et il est dit dormant. Moi qui suis à la base une biologiste, j'ai fait quand même bac+3 en fac de sciences, on m'a toujours appris que la nature, tout est utile. À quoi servent ces 95 autres pourcents? Moi, dans mes recherches, je me suis rendu compte que cet ADN, en fait, quand on change de fréquence cérébrale, eh bien, on vient rencontrer, en fait, comme des mémoires. Et d'ailleurs, dans l'épigénétique, hein, maintenant, on le sait que les traumatismes sont transférés autour dans l'environnement des gènes. Eh bien, moi, j'ai cette capacité, en fait, à pouvoir percevoir, écouter, entendre eh bien, les fréquences de cet ADN dormant, de questionner en fait le champ énergétique de la personne et je lui apprends, hein, moi, avec différentes techniques, la kinésio, moi j'ai été formée en kinésio, donc il y a plein de techniques qui peuvent permettre en fait de savoir en fait si l'énergie qui est annoncée est contribuante pour la conscience ou non. Ce que je voudrais t'expliquer, c'est que les personnes, quand elles connaissent l'histoire avec leur mental, tu sais, toi par exemple, tes grands-parents, ils t'ont raconté, tes parents t'ont raconté une histoire. Oui. Mais c'est une histoire qui est passée par un mental, c'est-à-dire qu'il n'a pas
comment te dire, c'est pas la vraie histoire. Elle est toujours transformée et on nous raconte ce qu'on veut bien nous raconter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'histoire qu'on nous a racontée avec le mental, mais c'est l'histoire en fait du cœur de source. C'est l'histoire du cœur, de la matrice divine qui, elle, sait tout. Et quand je pose une question, par exemple, parce que je pose beaucoup de questions, je suis vraiment comme Sherlock Holmes. Par exemple, je pourrais te poser la question, vérité, est-ce que un de tes grands-pères a vécu dans un camp de concentration et a vécu, par exemple, voilà, un abus dans un camp de concentration? Bien évidemment, ton grand-père, si jamais ça lui est arrivé, c'est pas le genre de truc qu'il va raconter. Tu vois, au contraire, on enfouit l'abus dans le camp de concentration ou dans les tranchées, c'est quelque chose. Le viol dans les tranchées, c'est très récurrent, je trouve ça. Tu vois. Donc, ce sont des abus qui sont là comme un sommeil, mais que l'aïeux n'a pas pu exprimer, ça n'a pas pu être mis à jour. Donc, c'est resté enfoui. Tu vois, c'est comme une bombe antipersonnelle, c'est enfoui. Et en fait, tout ça, nous trimballons les casseroles du passé et on se retrouve, moi j'ai déjà vu ça, hein, un homme qui à l'âge de 10 ans ben, se fait violer par un inconnu. Alors, et quand on questionne son arbre, il y avait vraiment cette histoire vraiment du viol dans les tranchées. C'est-à-dire que l'arbre, les aïeux vont amener une certaine fréquence dans notre ADN qui vont nous amener en fait à vivre certaines situations plus ou moins confortable, je dirais. En général, c'est pas très confortable parce qu'il faut que ça secoue un peu le personnage pour que justement on fasse ce chemin de dire ok, qui parle à travers moi? C'est l'histoire de qui se joue en moi? Qui a besoin d'être accueilli dans mon espace de conscience et dans mon pur amour pour que plus jamais personne n'ait à le vivre? Je pourrais te partager par exemple, moi je reçois beaucoup ici des processus sur plusieurs jours. Et le premier jour, on travaille sur l'art transgénérationnel, on travaille sur 3 générations. Eh bien, quand une arrière-grand-mère a assassiné son mari, mais qu'elle l'a empoisonné, et que personne s'en est rendu compte, pour tout le monde, il est mort d'une mort naturelle, mais qu'elle, elle est morte avec ce poids-là. Forcément, sur les générations d'après, il y a une dette. Ça crée comme des dettes, en fait. Ça crée comme des... euh, par exemple, cette personne-là, elle n'arrivait pas vraiment à vivre de son business. C'était toujours le cul assis entre deux chaises, elle n'arrivait pas, depuis qu'en fait, quand le jour où on a questionné, donc moi je questionne méridien cœur sur la main gauche et en lien avec le cœur, ou à distance, mais je questionne également ce méridien-là, le cœur de source. Le cœur, c'est tout. La tête, c'est rien. Le cœur, c'est tout. L'âme, c'est tout. Moi, c'est cet espace-là qui m'anime. C'est là où je vais voir. Quand en fait une mémoire est reconnue et est vraie, c'est-à-dire qu'elle va contribuer à pouvoir créer une expansion de conscience dans la vie, dans notre vie, il y a une décharge énergétique, un mouvement, un fluide, il y a quelque chose qui se passe comme un vortex, où on a l'impression d'être traversé par un truc, comme si, enfin moi qui travaille beaucoup avec les entités, on a l'impression que l'entité nous traverse. Il y a vraiment cette entité-là. Euh, c'est un peu comme quand quelqu'un n'a jamais dit quelque chose. Tu sais, chez toi qui es thérapeute, tu dois bien le savoir. Quand quelqu'un livre un secret et qu'elle ouvre un espace qu'elle n'a jamais ouvert de sa vie, tu sais, on sent comme toutes ces fourmis, ça fait comme une espèce de décharge. Tu as l'impression que c'est comme un nid d'araignée qui éclate et que tout peut enfin circuler. Ben, c'est exactement la même chose. Qu'on soit à distance ou qu'on soit en présentiel, le processus est le même. La libération, c'est-à-dire que la bombe antipersonnelle elle arrive en surface, elle est vue, elle est accueillie, elle n'est pas jugée et elle n'agit plus dans l'ombre. Ce qui est vu n'agit plus dans l'ombre. Et c'est comme ça qu'on fait la paix avec nos aïeux. Et après, on pose des actes de libération. Ça, c'est la première étape. D'accord. Merci. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Je suis d'accord avec sur cet ADN dormant, un réservoir en fait, toutes ces mémoires, tout ça. Il y a effectivement dans la nature, il y a rien qui ne sert à rien. Je pense qu'il y a une utilité. Sinon, la nature aime pas le vide. Donc, elle se débarrasse de ça. Si c'est là, c'est qu'il y a
il y a une raison. Et je pense qu'effectivement, tout cet ADN dormant, il contient des choses qui sont réactivées, qui sont mises en action dans certaines situations, dans certaines émotions, de tout ça qui nous traverse. Et effectivement, d'apprendre à l'écouter, à le voir, alors avec différentes méthodes et différentes choses. Et la façon dont tu le racontes, c'est super intéressant. Et comment contacter ça et arriver à voir ça pour le régler et effectivement passer à autre chose. Et comme on le disait tout à l'heure, faire le lien avec ce côté se dégager de tout ça pour laisser venir et pour recevoir les choses et les nouvelles choses. Alors, tu parlais d'hypersensibilité et je te remercie d'en avoir pris ça. Je pense que ce que tu décris là aussi, ressentir, moi, je le vois beaucoup plus, je le conscientise plus parce que j'ai pris conscience de mon hypersensibilité, qu'aujourd'hui, je l'assume et que justement, ça me permet de recevoir ça. Je pense que pour beaucoup d'hypersensibles, c'est quelque chose dont qui est plutôt désagréable, ils n'ont pas forcément envie de voir. Et toutes ces facultés, cette sensibilité plus importante que les autres, elle est là en fait pour justement nous dire là, voilà, il y a quelque chose et tu peux travailler dessus. Alors j'aimerais que tu nous dises justement sur cette relation avec l'hypersensibilité, toi, comment tu l'as vécu, tu nous as déjà un peu raconté, mais comment ça t'a permis peut-être d'aller plus loin et de faire ce que tu fais aujourd'hui? Bah, moi, pour moi, déjà, au départ, mon hypersensibilité, c'était pas du tout un cadeau, hein, c'était plutôt un boulet. Comme la plupart, je pense. Voilà, donc au départ, cette hypersensibilité, je l'ai vécue vraiment comme un boulet, surtout au niveau des humains. Parce que mon hypersensibilité, quand j'étais dans la nature, moi j'étais une petite fille qui était totalement amoureuse des arbres. J'ai vécu vraiment dans un écrin de verdure, proche de la nature, proche de l'eau, proche de la rivière, proche des chevaux. Donc en fait, pour moi, la nature, c'était vraiment mon état de ressourcement. Mais dès qu'en fait j'étais à l'école, dès que j'étais auprès de mes parents, voilà, c'est-à-dire que je percevais toutes les incohérences, je percevais tout ça. Donc en fait, c'était très très compliqué. Donc j'étais dans un refus d'incarnation. En plus, je souffrais, si tu veux, du syndrome du jumeau rescapé. Donc, comment te dire, j'avais donc un pied dans la vie, un pied désincarné. Hein, ce qui ne contribue pas du tout, si tu veux, à manifester dans le vivant. Hein. Donc, un pied dedans et un pied dehors. C'était au cas où, si jamais ça devient trop chaud, trop compliqué, voilà, je pourrais encore me foutre le camp, c'est jamais. Donc, cette hypersensibilité, oui, ça a été de ramener ces antennes, en fait, ces antennes psychiques. Euh, alors c'est marrant parce que moi, mon ego s'en est vachement emparé, c'est-à-dire que jusqu'à mes 30 ans, je ne savais pas que j'étais une hypersensible. Voilà, c'est-à-dire que j'ai vécu totalement en inconscience totale et puis j'ai fait une expérience j'appelle ça une expérience biomystique où en fait la conscience, tout s'est allumé à l'intérieur de moi, où je me suis retrouvée projetée à l'extérieur de mon corps avec des présences de pur amour. Tu sais, c'est un peu le même genre d'expérience que racontent les gens qui font une NDE, tu vois. Moi, j'ai pas fait une NDE, j'ai fait vraiment une sortie de corps. C'est même pas une sortie de corps parce que je n'étais pas sortie de mon corps. J'ai fait une expérience de pleine conscience avec des êtres divins autour de moi. Une Et ça a extension de transformé ma conscience. vie. Ouais, et j'ai fait une extension de conscience. Et ça a transformé ma vie parce qu'à partir de là, je savais que Dieu existait, enfin, ce qu'on nommait Dieu, parce que en fait, j'ai goûté au chocolat, sauf que moi, je vivais dans le vinaigre. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à vouloir revenir avec cette hypersensibilité, retrouver cet état-là, sauf que ce n'était pas le plan. C'était pas ça qui était demandé. C'était OK, on allume la lumière, maintenant la lumière, il faut la descendre. C'était voilà d'où tu viens. C'était en gros, c'est ça. C'était on allume la lumière, pouf, projecteur, voilà d'où tu viens. Maintenant, tu vas jouer ton rôle, il faut que tu mettes cette lumière, ce projecteur dans la pièce que tu es venu vivre ici. Sauf que moi, il était hors de question. C'était tellement le merdier. Honnêtement, tout ce que j'avais vécu, tout ce que mes cellules, tout ce que mon corps avait introjecté comme mémoire. Enfin, voilà, donc j'avais une part de moi, de jumelle rescapée, qui était un peu comme en suspension entre cette vie et cette mort. J'ai dit non, mais moi, vous ne ferez pas m'incarner dans le merdier, le panier de crabe, il en est hors de question. Et il a fallu que je décompense en 2012
pour apprendre à dire oui et oser dire oui. On parlait de oser, mais ça a été ça. Mais ça ne s'est pas fait franchement dans la douceur pour moi. Donc, je pense que c'est possible de le faire dans la douceur, mais pour moi, ce n'est pas le chemin que j'ai choisi parce que je pense que bah, voilà, c'est comme ça. Maintenant, je l'active, la douceur, parce que tu sais, d'un extrême, on amène un autre. Voilà, la voie du milieu, un extrême, l'autre, j'avais eu le chocolat, j'ai eu le paradis, l'enfer, j'ai dit, bon, maintenant, la voie du milieu. Ce qui fait qu'en 2012, quand je me suis retrouvée, tu veux mourir? Bah attends, tiens, on va faire un petit test, on va voir si tu es vraiment prête à mourir. Voilà, l'hypersensibilité, j'ai fait une décompensation psychique proche de l'internement où en fait j'avais des visions tout le temps, tu vois. Donc l'hypersensibilité, il a fallu que je coupe tout à un moment donné pour me préserver, revenir au corps, le corps, le corps, le corps, revenir dedans, revenir, revenir, revenir. Et surtout, il a fallu que je négocie avec cet espace de moi qui n'avait pas fait le deuil de sa non-mort. Tu comprends quand je parle de faire le deuil de sa non-mort? Le deuil de sa non-mort. Vas-y, est-ce que tu Ouais. peux expliquer? Quand tu es en vie, il faut faire le deuil de ta non-mort. Il y a plein de gens qui sont dans l'aspiration au suicide. Ouais. Ils ne se le disent pas comme ça, d'accord? Tout ce qui va être les formes d'addiction, toutes les dépendances, tout ça, c'est une forme de renoncement à soi. On est bien d'accord? Ok. Dans ces renoncements à soi, en général, qui va être important à un moment donné, c'est de faire le deuil de la non-mort, le deuil de l'inconscience, de venir dans la conscience. D'accord. Tu comprends? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut vraiment venir dedans. Ouais. Alors, je vais l'exprimer peut-être avec d'autres mots comme moi. Moi, je parle plus de, tu vois, les gens sont dans la survie ou dans cette non-vie, en fait, et effectivement, prendre conscience de cette vie, de se sentir vivant. Moi, j'aime bien ça parce qu'on vient toujours au corps et c'est la différence pour moi entre vivre et se sentir vivant. Voilà. Je ne sais pas si ça rejoint ce que tu Ouais, dis. mais pour les gens qui sont, si tu veux, qui ont été scindés en deux, en tout cas comme les jumeaux rescapés ou les gens qui ont des difficultés à s'incarner, c'est aussi important, si tu veux, de prendre conscience du oui à la vie que du non à la vie. C'est-à-dire, pour moi, les deux font partie du même tout. Ouais, comme l'ombre et la lumière, voilà. Exactement. Et pour moi, c'était indispensable de me rendre compte à quel point j'avais renoncé à la vie. Tant que tu n'es pas conscient à quel point tu as mis des stratégies en place pour renoncer à la vie, tu ne peux pas accueillir, tu ne peux pas dire oui à cette part-là qui croit encore devoir dire non. Est-ce que tu perçois ce que je suis en train de te dire? Oui, je perçois bien. Je pense que les gens qui nous suivent aussi. Et en tout cas, je trouve ça hyper intéressant dans ce choix, encore une fois, cette décision. Se dire, voilà, il y a des pas, effectivement, comme tu le dis, de, de non-vie où on n'a pas fait ça, on ne met pas la lumière là-dessus. Et cette prise de conscience permet d'éclairer et permet de travailler dessus. Eh oui, eh oui, eh oui. Et en fait, ce qui est hyper important, c'est ce regard du cœur, ce regard du Père. Moi, je parle souvent du Père non manifesté et du Fils manifesté, et de la fille manifestée, de ce corps manifesté. C'est-à-dire que vraiment notre conscience puisse se poser dans un espace de bienveillance amoureuse sur ces parts de nous et de l'ego spirituel, parce que c'est juste de l'ego spirituel qui a été dans une forme de renoncement à la vie. Si tu es encore en train de juger une part de toi qui croit encore devoir dire non, mais c'est pas avec le jugement qu'on fait un, c'est oui, je t'entends, je te vois et tu as eu toutes tes raisons de dire non. Parce que franchement, oui, c'est pas facile. Et c'est de reconnaître. C'est pas de dire ah quand même la vie c'est beau sur la terre et tatati et tatata. Oui, c'est bien, mais cette part-là, c'est pas ce qu'elle croit. C'est pas non non non. Et là l'invitation, c'est moi comment j'ai fait. Ben, je lui ai dit écoute ma chérie, je comprends. T'as pas envie de te taper tout le merdier, je le comprends. On va pas dire oui à ça, on va dire oui à la planète Terre. On va dire oui à notre terrienneté, à dire oui à cette planète Terre. Et c'est pas du tout la même vibration, la Terre et les êtres humains. Il n'y a pas de notion d'ego sur Terre, qu'il y en a en fait avec les humains.
D'accord. Et en fait, ça va être de chanter, en fait. Et en fait, elle, pour elle, ça peut la soulager de se dire, ah, je suis pas obligée de souffrir pour pouvoir venir vivre sur Terre. Je dis, non, ma chérie, Terre, c'est ta mère. Tu n'es pas obligé de retraverser la matrice maternelle, tout l'ADN conflictuel, tous les machins, tous les bombes antipersonnelles. Non. Viens, on descend sur Terre ensemble. Et c'est avec cœur de source qu'on descend. Et on trouve un anneau d'ancrage sur Terre, sur cette planète Terre. Et c'est là où la conscience spirituelle, elle trouve tout son... Tu vois, on vient contribuer à ce changement de vibration sur cette planète Terre. D'accord. Du coup, si je vais essayer de redire avec d'autres mots parce que c'est arriver à, de plus être dans le jugement, je pense, voilà, sur l'acceptation. En fait, de passer du jugement à l'acceptation et l'acceptation, comme tu dis, c'est pas, tout est rose, oui, la vie est belle et tout. C'est aussi accepter de dire non, accepter d'être imparfait, accepter de toutes ces choses et c'est ça, se reconnecter, accepter cet amour et la terre, comme tu le dis, la terre-mère et que tout ça, en finalement, il est déjà en nous. Oui, ben nous sommes des êtres, notre mère, nous sommes passés par un utérus, toi et moi. Sauf que nous sommes identifiés à cet utérus et toutes les mémoires qui étaient autour, on est bien d'accord, le moule Mmh. psychique et tout. Sauf qu'à un moment donné, il faut renaître une deuxième fois, sortir de ce moule, de cette emprise, pour accepter de naître à la terre. Nous sommes des enfants de la terre. Ça veut dire qu'il faut renoncer, accepter, oser renoncer à être un petit garçon, une petite fille parfaite qui est toujours en train de vouloir correspondre à une image du parent, à une projection inconsciente du parent. Voilà, il y a toute une œuvre à alchimiser dans cet espace de l'enfant intérieur pour renoncer à toutes les projections égotiques, conscientes et inconscientes de nos parents pour pouvoir renaître à la terre. Il y a plein de rituels qui existent comme ça, où voilà, on vient, c'est comme une renaissance, on vient un repassage. La conscience, c'est que des accouchements. Moi qui ai accouché 4 fois et qui suis une accoucheuse d'âme, euh, c'est c'est exactement le même processus. C'est accepter que ce corps physique se laisse traverser par une matière, par une conscience, et lui faire la place. Être dans accepter, tu parlais d'acceptation, et voilà, et faire la place pour se laisser traverser par le processus. Et cette conscience de renaître à la terre, c'est exactement la même chose. Ouais, c'est vraiment ça, oser, renaître dans son corps et revenir à cette conscience, corporelle parce que voilà, pas faire, cette distinction entre les 2, mais vraiment ça pour renaître, pour revenir dans son Graal, je dirais, C'est ça. pour, voilà, pour refaire cette connexion au Graal et en tout cas, merci beaucoup pour tout ça, pour tout ce que tu nous as dit et puis des gens, bah, ils peuvent te retrouver, je mettrai les liens, sur les réseaux sociaux. Comment ils peuvent prendre contact avec toi? Oui, voilà, j'ai plusieurs programmes. J'œuvre tant sur l'énergie d'argent, donc j'ai des programmes vraiment reliés à l'argent, reliés à l'énergie sexuelle et comme je l'ai nommé, le syndrome du jumeau rescapé, qui, voilà, 20% des grossesses sont gémellaires et passent totalement inaperçues. Il en résulte de ce traumatisme, eh bien, une blessure existentielle incroyable, dans lequel en fait l'énergie psychique en fait de l'individu va toujours se sentir un peu comme coupée en deux, comme en fait coupable d'être en vie, coupable d'être là, responsable, énergie du sauveur. On les retrouve beaucoup dans tout ce qui va être les thérapeutes, les accompagnants, toutes les relations de prendre soin de l'autre. Il y a beaucoup de jumeaux ou de jumelles rescapés dans les gens qui prennent soin des autres. C'est toujours D'ac intéressant de venir éclairer cet espace.
D'accord, merci. Ben voilà, si vous voulez aller explorer ces espaces des jumeaux rescapés, de l'argent, de cette connexion entre l'amour et l'argent, eh bien, vous allez voir Karine ou allez voir déjà ce qu'elle fait sur sa chaîne YouTube. Tu as une chaîne YouTube aussi qui est, Oui. tu fais beaucoup de choses sur Facebook et tout ça. Donc, ben, merci encore à toi, Karine, pour tout ça, pour toutes ces explications et pour ce voyage à l'intérieur de son Graal. Et puis, bah, merci à tous les gens. Je vous invite donc du coup à faire ce voyage, à vous connecter à votre corps et à votre Graal. Et puis surtout, bah, de prendre soin de vous, prendre soin de tout ça pour pouvoir vous libérer et avancer et vivre, oser vivre. Et jouir de sa vie avec un grand oui. Merci à toi, Olivier. Merci Karine. Au revoir. À bientôt. Au revoir.